Bonjour, je suis très contente de venir vous présenter un point sur la thérapeutique de la maladie de Parkinson, qui est quand même une maladie neurodégénérative très fréquente et qui comporte un réel enjeu en gériatrie. Ce n'est pas qu'une maladie du jeune. Donc, je me permettrai un petit rappel épidémiologique et rapidement vous citer un diagnostic, parce qu'en fait, quand c'est pas une maladie de Parkinson qui s'est trompée, on peut donner des traitements, on ne peut pas. La neuro c'est compliqué, donc je vais devoir faire un petit peu de physiopathologie pour vous expliquer comment marchent les médicaments. Quand on comprend comment ça marche, on les utilise quand même beaucoup mieux. On va ensuite rentrer dans le vif du sujet, parler de la prise en charge des symptômes moteurs et puis des symptômes non moteurs qui ont été longuement négligés. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est la première cause de maladie neurodégénérative. La maladie de Parkinson, c'est la deuxième cause de maladie neurodégénérative. Ça touche environ 1 à 2% pour 1000 personnes en France en population générale. Donc, ça fait à peu près 100 000 personnes en France. C'est 1% après 65 ans et la prévalence augmente de manière exponentielle avec l'âge. Pourquoi ? Parce qu'il y a les Parkinson, les gens qui ont des maladies de Parkinson qui vieillissent et qui ont quand même une espérance de vie relativement longue, et puis il y a des gens qui développent une maladie de Parkinson à 75 ans. C'est ce que je veux vous montrer sur cette diapositive qui est, à mon sens, plus intéressante. Donc c'est issu de l'étude PACWIT que vous connaissez tous, 4000 sujets, suivis 15 ans. Là où il y a la flèche, c'est l'incidence selon l'âge de la maladie de Parkinson. Donc, le pic de survenue, c'est entre 65 et 69 ans. Ça baisse un peu à 70 ans, mais vous voyez qu'il y a un nouveau pic à 75, 79 ans. Donc, c'est vraiment une maladie gériatrique autant que neurologique. Un petit peu d'épidémie encore. L'âge moyen de survenue, c'est 65 ans. Un tout petit peu plus les hommes que les femmes. L'espérance de vie dépend uniquement du moment de survenue d'un syndrome démentiel, s'il y en a. Donc, un petit rappel diagnostic de la maladie de Parkinson idiopathique et non pas de tous les syndromes parkinsoniens. J'insiste très fort sur le fait que le diagnostic est clinique. Il y a une épidémie de prescription de DaTscan qui coûte quand même 700 €, qui ne sert en fait à rien. Je pourrais vous dire par la suite les indications du DaTscan, mais pour faire un diagnostic de maladie de Parkinson, c'est encore clinique. Donc il faut qu'il y ait la triade parkinsonienne et qu'elle soit unilatérale ou asymétrique, et cette asymétrie persiste tout au long de l'évolution de la maladie. Donc ça comprend la rigidité de type plastique avec la roue dentée, le signe de Froment que vous connaissez, le tremblement de repos qui est pathognomonique, mais qui est absent quand même chez un tiers des patients ayant une réelle maladie de Parkinson. Et puis on a la kinésie avec un des premiers signes, la micrographie, la gêne à la marche, la diminution du ballon des bras et la marche à petits pas. Et d'autres signes que je ne développerai pas parce que ce n'est pas l'objet. Les critères diagnostiques de la UK Brain Bank, c'est l'existence d'un tremblement de repos caractéristique, l'asymétrie, dont je vous ai déjà parlé, la normalité du reste de l'examen neurologique, l'absence de facteurs iatrogéniques et explicatifs, c'est-à-dire la prise de neuroleptiques tout simplement. Et dans ces critères, je trouve que c'est intéressant pour la maladie de Parkinson. Il y a une introduction de la problématique de la réponse au traitement. Pour que ce soit une maladie de Parkinson, il faut qu'il y ait une nette réponse au traitement dopaminergique de plus de 50%. Qu'est-ce qui peut nous faire dire que c'est un syndrome parkinsonien et pas une maladie de Parkinson ? C'est les red flags, les drapeaux rouges. C'est l'absence de réponse prolongée au traitement, les chutes précoces, des signes précoces d'atteinte cognitive. Là, on s'oriente plus vers des maladies des corps de Lévy, des signes d'atteinte pseudobulbaire, des signes de dysautonomie sévère, ça c'est tout le scope des atrophies multisystématisées, le syndrome cérébelleux, l'atteinte pyramidale, les troubles oculomoteurs, ça fait penser à une paralysie supranucléaire progressive, puis des signes corticaux. Un peu de physiopathologie. Alors, ce qui est atteint en premier, c'est le locus niger. Vous voyez, c'est noir, c'est situé au niveau du mésencéphale. Et à votre droite, vous avez un patient qui a une maladie de Parkinson, donc il n'a plus du tout de locus niger. C'est la dégénérescence de la voie nigrostriatale. Les symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent quand plus de 50% des neurones sont atteints. Donc vous voyez une espèce de notion encore ici de réserve neuronale.
On ne sait pas tellement pourquoi, in fine, ces neurones meurent, enfin c'est un phénomène d'apoptose, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé, un peu comme dans la maladie d'Alzheimer. On sait que dans ces neurones, il y a des corps de Lévy que vous voyez et que ça contient une bête qui s'appelle l'alpha-synucléine. Alors, ces neurones qui sont situés ici, qui dégénèrent, projettent à l'intérieur du cerveau, ils projettent vers le striatum et puis vers le cortex. Et le cortex a un rôle dans plein de choses, dans l'inhibition, la parole, mais ce cortex-là, ce cortex prémoteur, il a un rôle dans la planification du mouvement. La maladie de Parkinson est une maladie de la planification du mouvement et pas du mouvement lui-même. Là, on arrive, ça semble un peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Qu'est-ce qui se passe? On a une carence en dopamine. Alors, on donne de la lévodopa, de la L-dopa. Pourquoi on donne ça? Parce que la dopamine ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, dans tous les médicaments Sinemet ou Modopar, il y a un inhibiteur de la conversion périphérique de la lévodopa en dopamine. Par ailleurs, vous voyez l'inhibiteur de la catécholamycyltransférase et que vous connaissez sous le nom de Content, et il y en a aussi dans le Stalevo, c'est une autre voie, une autre possibilité thérapeutique. On empêche la dégradation de la L-dopa. Ensuite, si tout va bien, la L-dopa pénètre dans le cerveau et là, on va plonger dans la synapse nigrostriatale. Là, on est dans le cerveau, la lévodopa est convertie en dopamine et peut aller se mettre sur les récepteurs postsynaptiques et tout va bien. C'est le même mécanisme pour les agonistes dopaminergiques, ils se fixent sur le récepteur postsynaptique. Et une autre voie thérapeutique qui intervient ici, c'est les inhibiteurs de la MAO-B, qui inhibe la dégradation de la dopamine. Le médicament qui a l'AMM, c'est la rasagiline. Donc, pour vous rappeler, mais on y reviendra, c'est pas qu'une maladie de la motricité, il y a des troubles non moteurs, la dépression, les troubles cognitifs, mais bien d'autres. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la prise en charge des troubles moteurs. Donc, on est en gériatrie, donc je me suis placée au-dessus de 60 ans. 60 ans, c'est très jeune pour de la gériatrie, mais il est consensuel de commencer après 60 ans avec de la L-dopa. En dessous de 60 ans, on discute les agonistes dopaminergiques. Chez les plus de 60 ans, et surtout chez nos patients gériatriques, il y a interdiction de donner des agonistes dopaminergiques à cause de leurs effets indésirables très importants, confusiogènes, hypotension orthostatique et j'en passe. Quand faut-il traiter? Uniquement quand le retentissement fonctionnel est suffisant. C'est pas la peine de traiter quelqu'un qui ne se plaint pas. Pareil, j'écoutais avec intérêt un topo précédent, c'est pas la peine de traiter quelqu'un qui ne le veut pas. Parce que les médicaments vont avoir des effets indésirables et il faut qu'il y ait une adhérence au traitement. Donc les deux traitements possibles, en première ligne, c'est le Sinemet et le Modopar. Il n'y a pas l'un qui marche mieux que l'autre. C'est selon l'habitude du prescripteur. Comment on l'introduit? Il n'y a pas de consensus. On l'introduit d'autant plus lentement que l'âge est élevé, qu'il y a des comorbidités et des troubles cognitifs. Par exemple, moi, je mets en général, je suis très Modopar, je ne sais pas pourquoi, j'ai appris comme ça, du Modopar 62,5 et j'augmente de 62,5 tous les 3 jours. Surtout, ne jamais arrêter brutalement un traitement par L-dopa parce que ça donne des syndromes malins des neuroleptiques. Ça doit être associé à de la kinésithérapie, de l'orthophonie et c'est une ALD, je vous rappelle. À partir de quand on peut se dire qu'on est à dose efficace pour juger l'efficacité? Je dirais à partir de, chez une personne âgée, 125 3 fois par jour de Modopar et Sinemet 100 mg x 3 par jour. On peut toujours essayer de monter plus, mais là on devrait quand même avoir une efficacité. Théoriquement, les médicaments doivent être absorbés une demi-heure avant les repas parce qu'il peut y avoir une compétition avec les acides aminés, mais ça je dis c'est théoriquement parce que c'est compliqué. Les effets indésirables, nausées 15%, hypotension orthostatique, troubles du contrôle, ça on en parlera peu parce que c'est surtout lié aussi aux agonistes, mais ça existe aussi avec la L-dopa, avec les jeux pathologiques, l'hypersexualité, etc. Les hallucinations, 70% après 20 ans d'évolution, surtout quand les gens sont déments. Donc ça pose un réel problème et je suis sûre qu'en gériatrie, vous avez déjà été tous confrontés à ça. La kinésithérapie fait part intégrante du traitement.
Il a été démontré que la manière la plus efficace que les gens fassent de la kinésithérapie, c'est de leur enseigner l'exercice et qu'ils le reproduisent, ou de l'enseigner aux caregivers si on a des stades plus avancés. Alors il y a des techniques validées, renforcer les muscles des jambes, l'exercice aérobie à haute intensité, c'est-à-dire faire du vélo, du tapis de marche, au moins 1 heure par jour. On montre que non seulement ça restaure, ça c'est expérimental, le fonctionnement nigrostriatal, et chez l'humain, ça diminue la consommation de L-Dopa, ça améliore non seulement les fonctions motrices, mais aussi les fonctions mnésiques. Donc en gros, le sport c'est bon pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est aussi bon pour la maladie de Parkinson. Et puis ce qui est très utilisé, c'est les stratégies verbales et attentionnelles, c'est-à-dire le kinésithérapeute voit le patient et lui donne des consignes de faire attention, faire des grands pas, pas oublier de lever les pieds, et après il faut que la personne s'approprie ces consignes. Donc en fait, il faudra faire 1 heure par jour d'exercice physique avec un travail intense sur les jambes et le tronc et apprendre à se relever du sol, c'est très important pour un Parkinsonien. Malheureusement, la L-Dopa ne fonctionne très bien qu'un temps. Apparaissent des fluctuations motrices 5 ans après l'introduction de L-Dopa en moyenne. Pourquoi ? Parce que au début, on atteint le seuil de déblocage, vous voyez sur les petits trucs jaunes que j'ai mis, et puis la deuxième prise, on est déjà débloqué, donc tout va bien. Après, les neurones, ils n'arrêtent pas de dégénérer, ils continuent, donc il y en a de moins en moins. Donc les gens atteignent le seuil de déblocage et ensuite retombent en akinésie avant la prochaine prise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces et qu'est-ce qui est prouvé surtout pour ces choses-là? On peut augmenter la dose de L-Dopa, premièrement. La deuxième stratégie qu'il faut adopter, c'est rapprocher les prises de L-Dopa. On peut rajouter un inhibiteur de la MAO-B. Je vous ai montré comment ça marchait au niveau de la synapse, qui s'appelle la rasagiline, c'est la Zilect. J'ai une diapo la suite. On peut essayer aussi d'inhiber la dégradation de la L-Dopa par un inhibiteur de la catéchométhyltransférase, le Conton, ça s'appelle. On peut substituer la L-Dopa par un médicament combiné qui contient de la L-Dopa et un inhibiteur de la catéchométhyltransférase, c'est le Stalevo. Une étude, il n'y a aucune preuve que les formes LP changent quelque chose, sauf une petite étude récente en phase 3. En revanche, on a une étude prometteuse très très récente qui se porte sur le safinamide. C'est un IMAO-B très spécifique qui montre une augmentation du temps on. Vous savez qu'en parkinsonologie on parle on-off, bloqué ou débloqué, sans augmentation des dyskinésies. Quand les gens ont des dyskinésies, c'est en fait qu'ils sont trop dosés, c'est très compliqué. Donc il faut les traiter que si elles sont invalidantes, parce que pour connaître beaucoup de parkinsoniens, finalement ils s'en prennent assez peu. On peut réduire les doses de dopa, mais on va augmenter le temps off. Et une étude également très récente s'est portée sur la l'amantadine qui est donnée pour la grippe, je crois, mais qui est aussi un antagoniste des récepteurs NMDA du glutamate, a mis en évidence que son arrêt augmenterait les dyskinésies. Donc peut-être une efficacité, mais c'est encore à prouver. Alors, la rasagiline, la Zilect, c'est contre-indiqué avec les autres IMAO et l'insuffisance hépatique sévère. Il faut faire attention avec le Teroxal ilfloxifral et les IRS en général. Et c'est embêtant parce que chez les Parkinsoniens, on prescrit souvent des IRS. Ce qui est pratique chez les personnes âgées, c'est que c'est une prise par jour. Pas besoin d'ajuster la posologie quand il y a une insuffisance rénale. Et pas besoin d'ajuster la posologie chez les personnes âgées. Ça augmente le temps on, mais il y a une petite augmentation des dyskinésies quand même. Le Stalevo, donc cette association d'un inhibiteur de la catéchométhyltransférase et de dopa, il est prouvé qu'il est utile en cas d'akinésie de phase gauze. Là où j'insisterai, c'est il faut choisir le dosage de L-Dopa inférieur à celui que prenait le patient. Par exemple, si quelqu'un prend 150 mg x 3 de cinémètre, il faut le passer à 125 x 3 de Stalevo. C'est une erreur souvent commise, sinon les gens vont être surdosés parce qu'en fait l'enzyme qui est rajoutée dans ce médicament augmente la demi-vie périphérique de la L-Dopa et sa biodisponibilité.
Juste, le Stalevo, c'est important en pratique clinique et ça peut colorer les urines, donc ne pas s'affoler. Alors, les autres effets indésirables de la L-Dopa, c'est les hallucinations, d'autant plus que les sujets sont âgés, d'autant plus qu'ils sont déments. Et là, c'est très embêtant parce qu'en fait, il y a une seule possibilité, c'est la clozapine, c'est le Neponex. Qu'est-ce que c'est que le Neponex? C'est un neuroleptique particulier parce qu'il se fixe sur les récepteurs D4 dopaminergiques qui sont très peu impliqués dans le mouvement, en fait. Donc, ils arrêtent les hallucinations sans donner des troubles, sans aggraver les syndromes parkinsoniens. Néanmoins, c'est compliqué et ça fait peur. La prescription initiale est hospitalière, gériatrie, neurologue et psychiatre. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'agranulocytose qui est de 32 pour 100 000, surtout pendant les 18 premières semaines. Donc il faut surveiller la numération une fois par semaine pendant 18 semaines, puis une fois par mois pendant toute la durée du traitement. La durée du traitement est limitée à, je crois, 2 ans, mais de toute manière, quand les gens en sont à ce stade, ils ont une espérance de vie assez limitée. Il y a aussi un risque de myocardique, donc il faut faire un électro avant. Il faut prévenir le patient ou sa famille du risque infectieux et de consulter son médecin traitant en cas de syndrome pseudo-grippal. Ce médicament ne peut être prescrit par expérience que s'il y a une adhérence du médecin traitant qui s'occupe de la personne ou du médecin de l'EHPAD, parce qu'on ne peut pas être suffisamment vigilant pour récupérer les NUM de tous les patients qu'on a mis sous Neponex. Ça marche très bien. Généralement, on commence par un quart de comprimé à 25 mg le soir. On peut monter. Mais il y a un espoir parce que, encore très récemment, dans le Lancet, il y a une étude qui concerne un médicament qui est, peu importe le nom, qui est un agoniste inverse des récepteurs 5-HT2A de la sérotonine, un mécanisme complètement différent de la clozapine. C'était une étude randomisée contre placebo qui touchait 200 patients, des patients âgés, 6 semaines, c'est pas beaucoup. Ils avaient un MMS à 25 sur 30, donc il y avait des déments. Et le critère d'évaluation principal, ça a été l'échelle de symptômes psychotiques. En rouge, vous voyez l'effet de ce médicament. En bleu, c'est le placebo. Et bien, ça avait une efficacité réelle au bout de 43 semaines, c'est-à-dire l'échelle des signes psychotiques diminuait. Avec aussi une amélioration du sommeil, une diminution de la charge du caregiver, ce qui est très important, pas de dégradation de l'état moteur. On a eu quelques augmentations du QT et quelques arrêts du traitement pour hallucinations, mais ça, je pense que c'est pas le traitement qui donnait les hallucinations, c'est des gens avec des hallucinations tellement insupportables qu'ils n'ont pas pu continuer l'étude. Alors, un message important que je voudrais faire passer, c'est quand un Parkinson s'aggrave brutalement, c'est souvent autre chose que le Parkinson, parce que la maladie de Parkinson s'aggrave lentement. C'est une maladie neurodégénérative, donc il faut rechercher toutes les causes extraneurologiques que vous connaissez, surtout les fractures du col, du bassin, les globes, les fécalomes, auxquels sont très candidats les Parkinsoniens. Autre effet indésirable de la L-Dopa, les nausées, donc 15%. C'est en début de traitement. Seule la dompéridone, qui est quand même un neuroleptique, mais qui ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, a fait la preuve de son efficacité. Mais là, on a des alertes de la SAPS parce que ça donne des QT longs et on peut en donner plus que 3 par jour pendant 1 semaine seulement. Alors là, j'avoue que tous les neurologues qui font un peu de Parkinson sont extrêmement embêtés puisqu'on en donnait vraiment beaucoup. Ça avait une grande efficacité. La Société française de neurologie a tenté de s'y opposer, mais là c'est une espèce de psychose, donc on ne peut pas faire autrement. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de monter le traitement plus lentement. On prescrit quand même le médicament pendant 1 semaine, et puis on dit aux gens d'arrêter pendant 2 jours, et si ça ne va pas, ils le reprennent. De toute façon, les pharmaciens leur délivrent une boîte, donc ils ont quand même un traitement pour 28 jours. Là, on peut aussi essayer de dire de prendre la L-Dopa pendant les repas, même si on va limiter un petit peu son absorption, ça passe quand même mieux. Et puis aux États-Unis, quelque chose de bien, c'est une dose additionnelle de carbidopa, vous savez, cette enzyme qui empêche que la dopa se transforme en dopamine, mais ça n'existe pas seul en France. Les conduites compulsives, c'est souvent chez les jeunes, c'est souvent très médiatisé, mais c'est lié majoritairement aux agonistes.
Ça existe sous L-Dopa, donc il faut prévenir le patient et puis surtout le rechercher. Parce qu'en posant des questions sur l'attirance, sur les casinos, sur l'hypersexualité chez des patients très âgés, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup que ça existait aussi. Bien sûr, c'est moins prégnant que chez les gens sous agonistes, hein, mais ça existe aussi, ça peut être très gênant. Il faut, quand les gens sont sous agonistes, il faut baisser les doses, et quand ils sont sous L-Dopa, il faut aussi baisser les doses. La prise en charge des troubles non moteurs, alors pendant des années, on s'en est pas du tout occupé, alors qu'ils sont très nombreux. Alors les troubles non moteurs précoces, ils peuvent survenir avant le diagnostic. L'hyposmie, comme dans la maladie d'Alzheimer, fatigue, 60%. 60% des parkinsoniens sont très fatigués avant d'entrer dans la maladie. La dépression, 25%. Au point même de se demander si ce n'est pas un signe de la maladie plutôt qu'une dépression réactionnelle. Les troubles du sommeil paradoxal, 30%, la constipation, 30% et l'apathie, 30%. Les troubles moteurs tardifs, donc on a les syndromes anxio-dépressifs, 55% après 5 à 10 ans d'évolution. L'hypotension orthostatique, 50%, mais elle ne survient pas tout de suite, sinon il faut suspecter autre chose. Elle est symptomatique dans 15% des cas, je me suis trompée. L'hypersialorée, 30%, qui est très gênante. Alors ça se traite avec des petites gouttes d'atropine dans la bouche, mais c'est un petit peu dangereux. Les impériosités urinaires, 35%, et les troubles cognitifs. Troubles cognitifs légers, 35% au diagnostic, 50% après 5 ans, vous voyez, c'est quand même important. Et la démence, pour être brève, en gros, un parkinsonien diagnostiqué sur 3 va développer une démence. Les facteurs de risque, c'est la sévérité des symptômes moteurs axiaux, l'âge élevé, les hallucinations. L'hypotension orthostatique, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, il n'y a que le Lutron qui marche et mettre des bas de contention. Néanmoins, mettre des bas de contention, déjà quand on n'a pas de syndrome parkinsonien, c'est difficile, mais alors quand on a un syndrome parkinsonien, c'est la croix et la bannière. Donc on passe rapidement au Lutron, mais après c'est plus compliqué quand on a des hypertensions et des hypotensions. C'est compliqué. La dépression, donc je vous ai dit que c'était fréquent. C'est des gens qui sont très anxieux, pessimistes, mais bizarrement assez peu de suicides. Il y a aussi une association classique entre dépression et état moteur. C'est-à-dire que quand les gens sont on et ont pris tout leur traitement, tout va bien, ils sont contents, et puis quand ils sont sous-dosés, eh ben, ils sont déprimés. Et là, la thérapeutique, c'est d'augmenter la L-Dopa. Et l'efficacité est controversée des IRS et IRSNA, néanmoins, on en donne quand même plein. Les syndromes démentiels, c'est pas du tout le syndrome aphaso-aproxo-anoxique de la maladie d'Alzheimer, c'est un ralentissement psychomoteur, des troubles accentionnels et des exécutifs. Bien sûr, j'étais simpliste dans la physiopathologie, mais il n'y a pas que les neurones nigrostriato qui ont atteint, il y a aussi un déficit cholinergique, d'où les anticholinergiques dans cette pathologie. Donc le premier à être étudié, c'était la rivastigmine. Vous voyez sur le schéma, c'est la DASCOG, plus c'est haut, mieux c'est. Enfin non, l'amélioration est en haut. Et donc une étude encore assez courte pour les anticholinésterasides sur 24 semaines montrait qu'il y avait une amélioration de ce score cognitif au bout de 24 semaines. Beaucoup de patients étaient atteints, 73 ans, et ça marchait aussi sur les troubles du comportement. Il y a une analyse Cochrane extrêmement récente qui montre finalement qu'il y a quand même un bénéfice à donner ces traitements dans cette maladie sur le MMS et la DASCOG, qui sont des scores purement de mémoire, enfin cognitifs, et sur les troubles du comportement. La galantamine n'a pas été étudiée, mais je suis sûre que ça marcherait aussi. Un petit effet indésirable remarqué, c'est l'augmentation du tremblement. Donc pour conclure, la L-Dopa reste le gold standard du traitement de la maladie de Parkinson du sujet âgé. Toute aggravation brutale doit faire suspecter une cause neurologique. Le grand classique, c'est la fracture du bassin. J'insisterai sur le fait qu'un parkinsonien âgé n'a souvent pas qu'une maladie de Parkinson et qu'il faut pouvoir prendre en compte ses comorbidités pour adapter son traitement. Surtout pas mettre des neuroleptiques, j'espère vous avoir convaincu en vous montrant la physiopathologie, c'est complètement à l'opposé du traitement. Se méfier des neuroleptiques cachés, le primpéran par exemple.
Mais les neuroleptiques atypiques de seconde génération, Zyprexa et autres, ça donne des blocages moteurs très importants. Ça n'a pas de sens de faire ça. Il est très important de prendre en charge les symptômes non moteurs qui sont aussi une grande source de souffrance pour les patients. Et il faut associer tout ça à des traitements non médicamenteux avec de la kinésithérapie. Il y a beaucoup d'études sur le tai chi actuellement, de l'orthophonie bien sûr. Il faut voir qu'en France, seulement 4% des parkinsoniens sont pris en charge en orthophonie alors qu'ils ont des troubles de la parole et en plus après des troubles de la déglutition. Et la psychomotricité peut avoir son efficacité. Voilà, je vous remercie de votre attention.